Donc c'est la dernière session. Je vais vous demander un petit peu d'attention parce que je ne vais pas parler santé du tout. En fait, je présume que votre idée, au fil de cette journée, vous avez fait, vous avez étudié la faisabilité de vos projets ou de votre idée de service ou de vos produits. Maintenant, en fait, moi, je vais vous expliquer un petit peu et on va essayer de voir ça ensemble, comment en fait vous pouvez valider votre idée. Alors, donc vous pouvez suivre la conversation sur Twitter. Et donc là, je vais un peu plomber l'ambiance avec la loi de l'échec. La loi de l'échec épisode 1 stipule que la plupart des nouveaux produits, nouvelles idées, échouent sur le marché. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas. Ça, c'est une loi. C'est comme la loi de Newton ou la théorie théorème d'Einstein ou ce que vous voulez en fait. Ça, c'est immuable. On ne peut pas s'échapper à cette loi. En fait, je vais vous illustrer ça avec quelques chiffres. Là, vous avez quelques chiffres qui plombent un petit peu l'ambiance. C'est vrai. Si je peux résumer, et ce sont des chiffres d'échecs qui sont constants dans le temps. C'est depuis les années 70 qu'il y a plein d'entreprises, des centres de recherche qui essayent de calculer le taux d'échec, taux d'échec ou taux de défaillance. En fait, le taux de défaillance, c'est quelque chose de... En fait, même avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, en fait, il est toujours à 70%. En grosso modo, en 70%. En fait, vous avez 70% de chances que votre produit est nul. En fait, qu'il ne marche pas. Il ne marchera pas, il ne marchera jamais. Aux États-Unis, vous trouvez beaucoup de statistiques sur le taux de défaillance. En France, c'est quelque chose de tabou. On ne communique pas dessus. À l'école, pareil. Hein. Pour nous, en France, voilà, l'échec, c'est un tabou. C'est pas une option. Et il n'y a rien de valorisant dans l'échec. Alors que moi l'échec, j'ai fait ma spécialité. Et donc, je suis un étudiant éternel de l'échec. Donc là, en fait, si vous avez des chiffres qui illustre cette loi de l'échec. La deuxième partie de la loi de l'échec, je vais vous la citer, c'est que en fait, la qualité de l'exécution n'a rien à voir avec la probabilité de succès. Voilà. C'est pas en développant un produit et en le développant dans les règles de l'art, zéro défaut, zéro anomalie, nickel, chrome, que vous allez en fait augmenter votre chance. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et en fait, ça nous ramène à la roue de l'infortune. Vous avez 70% de taux d'échec, vous avez une très petite fenêtre de réussir. Voilà. En fait, un entrepreneur, quelqu'un qui a des idées, en fait, il joue à la roue de l'infortune. Voilà, ça fait comme ça, quoi. Hop, hop, oh, j'ai merdé. Ah, voilà. Voilà, c'est comme ça, en fait, qu'on essaye d'évaluer et de tester plusieurs produits afin de trouver le produit ou l'innovation qui révolutionnera le monde. Voici quelques échecs notables, pareil, qui ont été brillamment exécutés. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, en fait. Et ça, en fait, le taux d'échec, en fait, il s'applique à tout, à toute industrie. Je sais pas, au restaurant, écrire un livre, c'est pareil. Hein. Vous avez 70% d'échecs. Hein. Ouvrir un restaurant, pareil. Je ne sais pas, lancer un nouveau soda, c'est pareil. C'est exactement, c'est le même. La loi de l'échec s'applique à n'importe quelle typologie ou secteur de produits ou d'activités. Donc vous avez vraiment des échecs notables qu'on peut souligner avec en face l'argent qui a été dépensé. Après, vous allez me dire, ouais, très bien, mais tout le monde, chaque entreprise a connu ces quelques échecs. Bah, c'est pas si
C'est pas si petit comme ça, leur nombre. Donc il y a c'est quelqu'un de Microsoft qui a fait ce slide-là sur Pinterest et qui a, voilà, c'est un slide qui vous pouvez encore scroller en bas. Vous avez la cimetière de nouveaux produits en fait qui n'ont jamais vu le marché voilà, qui ont été développés par Google. Et quelqu'un de Google, il a répliqué à Microsoft, il a fait la morgue de Microsoft. Donc vous avez ici en fait plein de produits qui n'ont pas connu, qui ont connu aucun succès. Ce qui est intéressant, en fait, nous, en fait, on voit que les AdWords, les Gmail, etc. Mais on ne voit pas, en fait, toute la cimetière des idées qui ont échoué. Et on croit que les gens, en fait, par nature ou par défaut, ils sont d'une manière extrêmement brillante. Bah, c'est pas si simple comme ça, en fait. C'est un travail vraiment scientifique. C'est comme les chimistes. Les chimistes, ils font énormément d'expériences. Et à la fin, en fait, on voit juste... ah oui, il a trouvé la formule magique. Mais avant cela, il a passé pas mal de nuits et a expérimenté énormément d'échecs. Ça arrive même aux meilleurs. Hein. Même Steve Jobs, ça lui est arrivé. Avec Ping et Lego aussi, ils ont essayé de lancer un massif multiplayer online game qui ont dépensé énormément d'argent. Ils ont recruté les meilleurs game designers et développeurs des États-Unis et donc ils ont dépensé 60 millions de dollars et ça n'a pas marché du tout. Et il était extrêmement brillamment exécuté ce jeu. Vous allez me dire, c'est quoi le problème ? Alors, en fait, il y a une étape qu'on a zappée, c'est que comment je peux savoir que mon idée, elle est la bonne? Avant même d'investir de l'argent, même je passais à la caisse, passer à mon banquier, demander aux investisseurs d'investir de l'argent, en fait, comment je peux savoir que mon idée est la bonne? Les gens qui pratiquent le prototyping, ils disent qu'il ne faut pas se demander. Il ne faut pas poser cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous posez cette question-là, on a schématisé ça et on a illustré le fait de discuter, parler autour de soi d'une idée. En fait, ça donne à ça. En fait, ça, vous allez vous retrouver au royaume des opinions. Et ce qui est marrant, en fait, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai des idées extrêmement brillantes, quelquefois, pas brillantes, et je parle beaucoup autour de moi. Et donc, ça dépend. Si des gens sont jaloux de mes idées et ils me disent « Ouais, mais ton idée est nulle, il ne marchera jamais ». S'ils sont un peu respectueux, je ne sais pas, respectueux ou pas, ils vont vous dire ouais, ils n'hésitent pas à me heurter ma sensibilité. Ils disent ouais, c'est très bien votre idée. Ça devrait marcher. Vous pouvez aller, vous pouvez quitter votre travail et lancer votre projet. Et en fait, on appelle ça royaume des opinions. En fait, au royaume des opinions, quand vous discutez, je parle de royaume des opinions, c'est la même chose que faire des campagnes marketing ou bien des sondages. Hein. Les sondages, c'est la même chose. Hein. C'est des opinions. Alors que le porteur d'idées, ce qu'il a besoin, ce n'est pas des opinions. Il a besoin d'engagement. L'engagement, c'est compliqué à l'obtenir. Ce n'est pas en faisant des sondages marketing que vous allez obtenir l'engagement. Donc, en fait, au royaume des opinions, vous avez deux événements, ou deux phénomènes qui se produisent. La première, c'est chaque idée est peut-être gagnante. Donc, j'ai illustré ça avec deux exemples. Je vous recommande de regarder Webvan. Webvan, c'est une start-up qui est lancée en 1999. Il devrait avoir le même parcours, même trajectoire que Amazon. En 2000, ils ont fermé la porte. Et à l'époque, ils proposaient tout ce qui a fait Amazon depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Ils ont essayé de le faire en espace de 2 ans, en proposant en 1999 la livraison gratuite dans tous les États-Unis, s'il vous plaît. Et ils proposaient aussi donc ils ont développé eux-mêmes leur centre de logistique et de supply chain. En gros, c'est un supermarché en ligne qui a fermé ses portes et qui a fait énormément couler pas mal d'encre parce que c'était le plus grand flop des années 2000. Segway, pareil, hein, au lancement de Segway, vous vous rappelez, où on le trouve partout à la télé, etc. On dit que Segway va révolutionner la façon dont on va se déplacer. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas de Segway en tout cas. Voilà, on appelle ça des faux positifs. Méfiez-vous des faux positifs.
Donc la deuxième phénomène, le deuxième, c'est chaque idée au royaume des opinions, parce qu'en fait, vous parlez, en fait, et souvent, on dit que votre idée, elle est pas terrible. Là, j'ai illustré avec deux. Je vous recommande de regarder et de s'intéresser à la genèse de Airbnb. C'est pareil, il y a énormément de gens qui n'ont pas cru du tout, mais du tout. Même les capital risqueurs les plus brillantes de Silicon Valley. Et Twitter, c'est pareil. Hein. Il est né à l'apogée de SMS. Et donc, en 2007, je crois, imaginez que vous êtes un capital risqueur et moi, je suis celui qui a eu l'idée brillante de faire communiquer la Terre entière en 140 caractères. Est-ce que vous aurez pu me donner de l'argent? Voilà. Donc ça, en fait, on appelle ça les faux négatifs. Donc, en fait, c'est quoi le prototyping? Comme c'est pas un mot... en fait, vous allez voir, en fait, il existe depuis des années. En tout cas, le concept, je vais l'illustrer par deux exemples. Le premier exemple, en fait, c'est le projet Speech-to-Text d'IBM. À l'époque, bien avant l'ère d'Internet, IBM, ils étaient très forts. En fait, ils étaient très connus dans les calculateurs, les grands calculateurs qui faisaient des armoires énormes. Et en fait, ils avaient l'idée de dire, voilà, on peut proposer un programme, une machine qui peut transformer. Et en fait, il y avait très peu de gens en fait, qui écrivaient sur le clavier. Il n'y avait que les gens qui font de la sténo et les programmeurs. Sinon, les gens normaux comme moi, en fait, ils n'écrivaient pas, ils passaient pas leur temps comme aujourd'hui sur le clavier. Et donc, ils ont eu l'idée de dire, voilà, on va lancer on va essayer. À l'époque, c'est avant Internet. Hein. Et donc, sur le papier, ce projet ne devrait normalement que réussir. Parce qu'ils avaient les moyens, énormément de moyens. Les technos n'étaient pas au point à l'époque. Mais et aussi le domaine, c'est vraiment de leur cible de marché. Et en fait, ce qu'ils ont dit, il y a une équipe en fait qui voulait développer ce programme. Il a dit, ok, très bien, on va dire aux prospects, les patrons, que nous on a développé le produit. On l'a développé et ils pouvaient venir tester chez nous dans nos laboratoires d'IBM pendant une journée. Voilà, et c'est ça ce qu'ils ont fait. On dit voilà, vous pouvez venir. Et donc tous les gens qui étaient très enthousiastes, ils ont venu, ils ont fait une expérience de plusieurs semaines pour juste, voilà, la personne lui dit vous pouvez venir, vous avez une salle, il y a le bureau, installez-vous et faites votre journée quotidienne comme si vous êtes au travail. Et donc la personne, quand il parle, en fait, vous avez le texte qui est écrit d'une manière extrêmement instantanée et sans faute d'orthographe et d'une rapidité extrême. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas de programme. Il n'y avait rien. C'est juste en fait de l'autre côté, en fait, il y a un haut-parleur qui transmet en fait tout ce que la personne, en fait, le prospect, le cobaye, dit. Et vous avez un professionnel qui écrit et qui transmet le texte de l'autre côté. Et donc ils se sont rendus compte que en fait, en moyenne, une quinzaine de minutes, les gens s'arrêtaient de parler, hurler. Et ils l'ont dit, mais pourquoi en fait vous avez arrêté de parler? Les gens, ils ont soulevé énormément de contraintes. Ils disent, ouais, ça me fatigue de parler tous les jours, tout le temps. Quelquefois, j'ai des choses confidentielles, même tout seul, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas, un PDG, il ne peut pas dire, ouais, très bien, on va faire une acquisition, ou bien, je ne sais pas, le président dit, voilà, on va envahir l'Irak, ou bien... Bref. Donc il y avait plein de considérations qui faisaient que en fait, les gens s'arrêtaient de continuer l'expérience. Vous voyez, c'est pas un prototype qu'ils ont fait. En fait, ils ont prétendu avoir, d'un point de vue utilisateur final, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose qu'il y a un programme qui transforme le texte la voix en texte,
ou bien un professionnel de l'autre côté de la salle, c'est exactement la même chose. La perception, c'est exactement la même chose. Ça, ce n'est pas un prototype. Et donc, Alberto Savoia, qui est quelqu'un de chez Google, en fait, il a dit, bah, ce n'est pas un prototype, donc on va appeler un prétotype. C'est une phase avant le prototype. Et qui fait valider l'idée. En fait, ils ont validé leurs idées d'une manière gratos, pas chère du tout. Et du coup, ils ont abandonné pour le moment, en tout cas pendant quelques années, abandonné l'idée. Et aujourd'hui, vous regardez, en fait, le clavier il est toujours imbattable. Alors, en 2015, on tape au clavier. On n'a pas passé à la reconnaissance vocale tout le temps. Donc, en fait, il y a quelque chose. En fait, plus vous passez du temps, ça, en fait, vous avez en bas, vous passez du temps dans un produit ou dans une idée, dans le développement d'une idée, en fait, et la compulsion à continuer à tout prix augmente. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué, il m'a dit, tiens, c'est exactement la même chose, le syndrome de l'arrêt de bus. Vous sortez du travail, vous avez deux choix, prendre le métro ou prendre le bus. Bah, vous vous dites, ouais, je vais prendre le bus. Bah, vous attendez le bus, 10 minutes, il n'est pas là. 15 minutes, il n'est pas là. 30 minutes, et plus vous passez le temps à attendre ce putain de bus, bah, plus en fait vous dites, mais il va arriver là. Bah, c'est exactement la même chose. On développe un produit, et plus en fait on passe à dépenser de l'argent, en fait on s'auto-alimente, on a une auto-croyance dans le produit, et à la fin, en fait, on peut cramer des milliers et des millions de... Moi, je connais des sociétés qui ont développé des produits, des projets de 3 ans, 6 ans, 3 ans, 4 ans, et qui n'ont jamais mis en production. Voilà, on va parler de quelques techniques de prototyping. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le turc mécanique. On aime bien les métaphores. Le turc mécanique, c'est qu'un canular qui existait, c'est un vrai canular. Même Napoléon, il a joué contre ce canular. Il ne s'est pas aperçu qu'à l'intérieur, il y a une personne, une taille petite, qui est un maître de jeu d'échecs. Et en fait, ce procédé de turc mécanique, c'est exactement ce qu'a fait IBM. Vous substituez une complexité en fait, l'argent que vous allez dépenser pour développer votre produit, en fait, il réside dans la modélisation des compétences humaines. Et du coup, le turc mécanique, la technique de turc mécanique dit que, en fait, vous pouvez se substituer au lieu de développer, modéliser, développer, programmer, pour répondre à ce besoin d'une manière automatisée, substituer par un effort humain, ou en tout cas un robot, ou quelque chose de mécanique et pas cher. La deuxième technique, c'est le Pinocchio. Jeff Hawkins, le fondateur qui a créé le Palm Pilot, il a échoué par le passé. Et avant de lancer le Palm Pilot, il a dit « je ne vais pas échouer la deuxième fois ». Donc ce qu'il a essayé de faire, en fait, il avait l'idée, en fait, l'imagination, il avait l'idée de Palm Pilot que vous trouvez sur votre gauche. Mais par contre, il voulait absolument être sûr et certain que c'est le bon produit. Donc, ce qu'il a fait, en fait, il est descendu dans son garage, il a coupé un morceau de bois, et il a fait l'interface graphique qu'il a mis avec un stylet en bois. Vous pouvez trouver ça c'est pas une mythologie, c'est dans un musée dans le Silicon Valley. Et du coup, en fait, il s'est trimballé avec ce Palm Pilot en bois pendant des semaines, et dans sa poche. Et en fait, il voulait absolument valider l'usage. Et du coup, en fait, il participait à des conférences, et quelqu'un lui disait on peut se donner un rendez-vous la semaine prochaine, etc., pour un déjeuner. En fait, il sortait sa tablette en bois, et il regardait, et il faisait semblant comme s'il avait
Donc il a validé ça pendant quelques semaines avant de dire, voilà, j'ai très bon, les boutons sont à le même endroit, j'ai toutes les choses dont j'ai besoin pour utiliser mon Palm Pilot sont accessibles. Et du coup, je peux passer à la phase prototype. Ça, c'est la technique Pinocchio. Le deuxième technique, en fait, c'est la fausse porte. La fausse porte, vous avez une idée, vous achetez un AdWords, etc. Il n'y a rien derrière, absolument rien. Pareil, c'est Alberto Savoia, il a dit, voilà, je vais lancer le livre sur le prototyping et il va coûter 20 $. Voilà, vous cliquez sur le lien, vous avez une petite pop-up, il disait, est-ce que vous êtes intéressé par le livre? Inscrivez-vous ici et je vous tiendrai au courant quand il sera prêt. C'est exactement ça ce qu'il a fait, parce qu'il disait, je ne veux pas écrire un livre pour qu'il reste dans les cartons. Voilà, ça c'est, on peut vraiment débattre sur la déontologie de ça, on ne ment pas, il faut absolument que ce soit, la fausse porte soit associée à une récompense, et du coup, les personnes qui n'ont pas, parce qu'en fait il l'a pas édité, mais il a juste envoyé le livre que vous pouvez télécharger vous-même, gratuite, qui est un livre que j'ai traduit en français. Voilà, il est disponible gratuitement. Le deuxième, c'est le MVP. Là, c'est en fait les gens qui connaissent un peu le Lean Startup. À un moment donné, vous avez besoin de passer à la caisse et développer quelque chose de consistant. Et donc, on appelle ça le Minimum Viable Product, qu'il faut absolument... Donc, en grosso modo, en fait, on simplifie au maximum les fonctionnalités d'un produit et on développe exactement le strict minimum sans vider de sa substance. C'est très important. On appelle ça le MVP. Et après, vous avez deux choix. Ou bien vous persévérez, donc ça veut dire en fait vous allez valider votre idée, vous allez persévérer, ou bien vous allez abandonner, on appelle ça un pivot, du coup vous allez créer un autre pivot pour prendre une autre direction. Le deuxième, c'est le provincial. Le provincial, grosso modo, c'est... votre produit ou bien votre idée, il est sensible à l'internalisation, l'internationalisation. En prototyping, on vous dit, démarrez modestement, n'attaquez pas la terre entière, démarrez en langue, je ne sais pas, français, anglais, ce que vous voulez, pour valider d'abord votre idée, et après, petit à petit, vous pouvez traduire, vous pouvez supporter d'autres langues, etc. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, effectivement, si votre produit devrait être disponible sur toutes les tablettes de la terre entière et sur tous les smartphones, on vous recommande de démarrer avec, je ne sais pas, sur iPhone ou sur Android. Une application qui ne marche pas sur iPhone, soyez sûr et certain qu'il ne marchera pas sur Android non plus. Donc ça ne sert à rien d'attaquer. Et j'en ai vu, des petites startups qui, leurs idées, en fait, je ne sais même pas de quoi s'agit-il, et ils veulent dire, voilà, c'est disponible sur tablette, sur Android, ce que vous voulez, sur même Surface. Voilà. Parce que, en fait, ça coûte de l'argent, tout ça. Alors que moi, mon idée, c'est plus d'abord, je valide. Si vous regardez, Twitter et Facebook, ils ont été traduits vraiment récemment. Ils ont même été traduits par les utilisateurs, même pas par eux-mêmes. Et la deuxième, c'est la géolocalisation. Si votre produit nécessite une base de données géolocalisée, on vous dit, démarrez modestement avec votre quartier. J'ai une nouvelle idée, superbe, je ne sais pas... je veux lancer une application mobile qui recense les restos qui proposent des menus sans gluten. Pourquoi pas? En fait, la technique de provincial vous dit démarrez d'abord avec votre ville et attaquez petit à petit, parce que c'est là, en fait, la complexité de votre application réside dans l'intégration d'une base géolocalisée, et donc vous allez passer... C'est exactement la même chose pour Facebook, ils ont démarré dans une université, voilà. Donc c'est strictement le même principe. La deuxième, c'est le impersonateur. Ça, c'est celui que j'aime bien. Supposons que vous avez une idée brillante, de type une bière pour chat, ou bien, je ne sais pas, pour chien, ou bien un lot minéral pour chien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En fait, la technique de impersonator dit que, stipule, vous n'avez pas
Vous n'avez pas besoin, en fait, de... Partez d'un produit qui existe déjà, de l'eau normale, de l'eau minérale pour hommes, et il n'y a aucune raison que ça fera du mal pour un chien. Et posez-la juste dans un petit supermarché et regardez si les gens, bien sûr, regardez si les gens juste prennent, vous allez juste demander au manager, excusez-moi, je peux juste poser quelques bouteilles. Par contre, je ne vais pas laisser les gens les acheter. Ça, il ne faut pas qu'ils achètent, mais juste pour calculer en fait l'intention d'achat de ces bouteilles. Si tout le monde passe à côté, ils s'en foutent, mais royalement de votre bouteille d'eau minérale pour chez chien, bah, soyez sûr et certain que c'est pas, peut-être que vous allez en fait réévaluer votre idée. Alors, donc le prototyping, c'est quelque chose de... C'est pas de freestyle, hein, c'est pas qu'il y a une méthodologie, il y a des métriques derrière, et il y a deux métriques qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est en fait le niveau d'intérêt initial. Donc là, en fait, sur le cercle jaune, c'est le marché cible. OK, très bien. Et en fait, vous allez exposer votre prototype à un échantillon. Et en fait, les gens qui sont intéressés par rapport à cet échantillon-là, c'est le chiffre I. C'est ça, en fait, le niveau d'intérêt initial. C'est très important de le calculer. Et après, si votre idée nécessite de récurrent, ben vous allez tout intérêt à mesurer le niveau d'intérêt récurrent. Combien de gens continuent à utiliser votre idée ou bien votre prototype? C'est très important. Vous faites je sais pas, vous avez écrit un livre, vous n'avez pas mesuré les gens n'achètent pas le même livre plusieurs fois. Par contre, une application mobile, si. Ou bien une application qui nécessite de récurrent, c'est très important. Et ça, on appelle ça le niveau d'intérêt récurrent. Il faut absolument le... Donc, on va terminer avec un exercice. C'est supposons qu'on est chez McDonald's. OK, très bien. Je sais que pas très santé, bref. Et on veut prototyper le lancement de Max Spaghetti. Pourquoi pas? Et vous avez déjà entendu parler de prototyping, vous allez procéder comment? Voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé d'être super attentif au début, parce que c'est le moment de proposer. Alors, vous avez déjà entendu des prototyping, de différentes techniques. Bah, comment vous allez prototyper Max Spaghetti? Allez. Oui. Je mets le nom sur un menu ou enfin, je l'affiche, quoi. Et si la personne le demande, voilà, si on le demande, je note combien de personnes le demandent. Et la récompense? La récompense... Ah oui, là, il n'y a pas. Là. Parce que là, c'est une fausse porte, c'est ça? C'est une technique de fausse porte. Oui, okay. Oui, c'est ça. Ok, c'est exactement ça. Là, vous êtes, je peux vous donner votre badge de prototyper expert. Effectivement, oui, pardon, vous pouvez. Oui, ça marche très bien. Effectivement, c'est exactement ça ce qu'ils ont fait. Ils ont juste écrit sur le menu et les gens, en fait, ils demandaient. Par contre, ils ont formé d'une manière extrêmement pointue les managers et les équipiers de McDonald's. Ça marche ou pas? Et ils leur ont dit, écoutez, est-ce que je peux avoir le Max Spaghetti? Elle dit, ah mince, on n'a plus Max Spaghetti. Mais par contre, je peux vous filer, je sais pas, une salade gratuite. Là, c'est la récompense, très importante. Parce que là, en fait, vous faites une fausse porte, mais il faut que ça soit extrêmement transparent. Supposons qu'il y a énormément de monde qui demande le Max Spaghetti. C'est quoi le next step? Il y a plein de gens. Ah oui, il passe pas spaghetti. Pardon. On fait le turc mécanique là Ah, explique-moi le turc mécanique pour le Max Spaghetti. J'ai pas le badge alors. Il y a une idée intéressante ici. Bah, faire un test local dans un McDonald's, voir si ça fonctionne effectivement. Oui, très bien. Mais quelles sont les spécificités de ce McDonald's?
Est-ce que c'est, je veux juste vous aider, est-ce que ça sera sur les Champs-Élysées ou bien en fin fond de 93? Ou bien le 20e arrondissement, ou bien dans le 15e, ou bien, je sais pas. Hein? Non? Le sèche. Ah, ok, très bien. Bah, effectivement, pour ne pas le déployer le max pacti, parce que là, du coup, le prix, le coût du projet réside dans le déploiement massif. Bah, avant de le déployer, il faut qu'on le teste. Et là, du coup, c'est vraiment les spécialités des gens de McDonald's, j'imagine, c'est de savoir un petit peu les pilotes. Parce que, pourquoi je vous ai posé la question? Parce qu'il faut que ce McDonald's-là soit fréquenté par les habitués. Bah, sinon, les touristes, ils vont prendre, ok, très bien. Hein. Ok, et c'est exactement ça. Donc, ils ont choisi trois McDonald's fréquentés par les habitués. Et par contre, il faut là, ils ont besoin de poser des questions extrêmement pointues, 2 questions à chaque personne. C'est lesquelles? Alors, sèche. Pardon. Pourquoi ils achètent? Enfin, pourquoi la première fois, pourquoi ils achètent? Peut-être, oui. En fait, ce qui est intéressant, regardez, supposons en fait que les personnes en fait demandent. Et en fait, on leur préparait le spaghetti. Okay, et par contre, ce qui nous intéresse, c'est mesurer le niveau d'intérêt initial et le niveau d'intérêt récurrent. Oui, pour moi, les 2 questions, c'est la première question, est-ce qu'ils ont aimé? Et la deuxième question, est-ce qu'ils vont en racheter? Ok, très bien. Ouais. Et est-ce qu'ils ont déjà pris un autre aussi? Tout à fait. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que presque 90% des gens, ils achetaient juste une seule fois. C'est juste les curieux, en fait. Pour juste la péter, de dire, voilà, j'ai goûté le Max Spaghetti. Est-ce que vous n'avez pas goûté le Max Spaghetti? Moi, je n'ai pas goûté le Max Spaghetti. Voilà, c'est exactement ça ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, et c'est très important, parce qu'il y a énormément de gens qui taguent, en fait, ouais, j'ai, je sais pas, 60 000 downloads de l'application, mais il y a énormément de curieux là-dedans. Mais ce qui vous intéresse, c'est éliminer les curieux. Et on appelle ça c'est les gens qui ont un peu suivi le Lean Startup, en fait, on appelle ça les vanity métriques. C'est les métriques qui valent rien, absolument. Ce qui intéresse en fait l'entrepreneur et le porteur d'idées, en fait, c'est les métriques actionnables. Et un des métriques actionnables, ok, combien de gens en fait ils ont pris plusieurs fois le Max Spaghetti. C'est ça ce qui les intéresse.